Et bonjour, bonjour, nous revoici sur cette bonne vieille terre de Malia sur laquelle nous allons voir aujourd'hui notre sixième vidéo découverte lecture des règles avec le mode infiltration. Mode infiltration, je vais le mettre sur mon plan d'attente au même titre que la découverte des livrets. Et c'était quoi l'autre que j'attendais avec impatience? Ah oui, la phase de voyage, qui était très prometteur. Là, le mode infiltration, j'espère que lui aussi va éveiller mon imagination et me donner l'envie de faire de l'infiltration dans Malia. Pour cela, nous allons... Alors, avant de démarrer, j'allais dire on va aller en page 44, mais pas tout à fait. Un point, c'est pas un point presse, mais c'est un point avancé sur le jeu, très symbolique, mais je ne sais pas si vous aviez vu à la dernière vidéo. J'avais évoqué dans l'introduction que ce personnage appartenant au peuple des Lunak, peuple des Lunak, oui c'est ça, son plateau est pas loin, c'est peuple des Lunak. En fait, il était beaucoup trop penché, mais vraiment très très penché. Et donc, plutôt que de coller le pied pour le ramener en arrière ou de faire eau chaude, eau froide, j'avais évoqué un rocher factice qui est pas en dur, hein, ça sert pour les décors. Et ben, je ne l'ai même pas collé, je l'ai glissé derrière et vous voyez, tac, suffisamment épais pour que ça le redresse. J'en suis satisfait, donc au même titre que ses camarades, il est pour moi, il a une posture qui est plus engageante. Et là, quand je vois nos 10 héros potentiels, c'est assez sympa. Plus je les ai sous les yeux, plus les figurines. Alors, petite mention sur elle, hein, toujours. Lui, vraiment très fun. Elle, super cool. Frédéric, t'es pas là pour parler des figurines. Ouais, je sais, mais attends, c'est l'échauffement de voix. Toi, je m'en fous un peu. Toi, j'aime bien parce que on ne sait pas si on va se prendre son bouclier main gauche ou son poing droit dans la gueule. Elle a l'air fourbasse, la ptiote. Donc là, il y en a quatre qui sont vraiment cool. Et puis après, bah, mine de rien, elle est rigolote. Et elle pourrait avoir des caractéristiques sympas. Parce que oui, il y a ça aussi, hein. Je vous rappelle que pour composer nos groupes de héros, il va falloir faire attention aux différentes caractéristiques qu'ils ont les uns les autres sur le plateau. Ce sont les cartes peuple qui vont nous donner ça. On a les caractéristiques de départ, point de vie, nombre d'aura, mais c'est assez équilibré l'aura, peu de différence, et aussi l'évolution. Et donc ça m'a fait repenser à ce que j'avais évoqué, c'est-à-dire démarrer le scénario d'initiation avec seulement 2 personnages pour voir comment ça tourne, et puis ensuite venir greffer au fur et à mesure un ou deux autres héros pour le groupe. C'est pas mal. Bon, ok, allez, je me remets en tête. Et éventuellement, je vous remets en tête ce que nous avions vu la dernière fois, avec principalement pour moi 2 points, alors pas bloquants, c'est comme les obstacles bloquants, mais ça y fait référence. 2 points de règle qui ne me convenaient pas, bah, notamment pour les lignes de vue, ce qui pouvait être bloquant. Un coin, là, bah, c'est typiquement le cas de figure en plus. Un coin, parce qu'il a un liseré rouge, ça bloquerait la ligne de vue. C'est ce que je, oui, c'est bien ça, hein, c'était ça la règle. Pour moi, non, je ne vais pas l'appliquer. Il y a suffisamment de dégagement là pour que cette figurine-là puisse tirer sur celle-ci. Ça, c'était un premier point. Et puis, l'autre point, c'était sur les socles, les grands socles, c'est-à-dire des socles qui prennent 4 cases. Eh bien, si on a 3 cases dans le vide et une seule case sur la terre ferme, la créature est considérée comme pouvant rester sur la terre ferme. Non. Majoritairement, 3 cases de vide contre une case de terre ferme, il se casse la gueule. Enfin, il y va pas. C'est pas qu'il se casse la gueule, c'est qu'il y va pas. Bon, voilà. Sinon, c'était
un chapitre sur la phase d'exploration qui était quand même assez sympa. Bon, c'est bien, ça avance, parce que là, pour le coup, dans cette vidéo pour le mode infiltration, on se rend en page 44 du livret. Voilà, nous y sommes et on va y aller. Le mode infiltration. L'entrée en mode infiltration vous sera toujours indiquée par le livret en cours. Il existe 2 niveaux de difficulté, normal, difficile. La sortie du mode vous sera indiquée ou bien forcée si vous passez en mode combat. Ah oui, alors une des conditions pour passer en mode combat, ce serait d'échouer au cours d'un mode d'infiltration. Attention aux joueurs que vous avez autour de la table. Il y en a qui n'aimeraient pas jouer l'infiltration, ça les gonfle. On peut soupçonner certains de faire du sabotage, hein, rien que pour ça. Bon, vous verrez bien. Alors sur la droite, là, on a mode infiltration en gris. On rentre en mode infiltration, que ce soit en normal vert et rouge infiltration difficile. Et puis on a une icône qui peut apparaître en cours de scénario avec condition pour nous faire sortir du mode infiltration. Élément du mode infiltration. À chaque fois que vous entrez en mode infiltration, même si vous y étiez déjà, faites les actions suivantes. Posez le plateau sur la face correspondant au niveau indiqué, normal ou difficile dans la zone de jeu. Ah oui, alors là c'est bien parce que ça va être comme avec la phase de voyage. On a des éléments de jeu qui ne sont propres que à la phase de voyage. J'avais mis ça dans ce bac plastique. Pour l'instant, je verrai comment je le répartis sur les étagères et surtout au moment d'y jouer. Mais là, au moins, quand on fait la phase voyage, on prend le plateau et là-dedans, il y a tous les éléments de la phase voyage. Là, ça veut dire que je pourrais préparer de la même façon en commençant par le plateau infiltration. Alors c'est bien parce qu'il est relativement grand. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est bien. Ici, côté infiltration normale, de l'autre côté, infiltration difficile. Et donc, on va forcément avoir des changements pour le jeu même. Bon, on va le mettre en mode normal pour l'instant. De quoi avons-nous besoin d'autre? Placez un cube de votre choix sur le premier emplacement de la piste menace. Alors, sur ce plateau infiltration, il n'y a que les emplacements à gauche à dépuncher. Et ça, c'est en 2. Ouais, c'est bien ça. Alors, un cube. Là, ils prennent un cube rouge. On va faire pareil. Un cube rouge. Donc ça, c'est notre piste de menace. Elle est relativement grande. À la fois grande avec pas mal de sections. Alors, tout dépend si en une seule fois, la menace pourrait augmenter de 3, ou alors si ça va être à chaque fois de 1 en 1. S'il y a un mode infiltration, j'espère qu'il est bien conçu pour que l'on prenne le temps de cette infiltration. Je fais un parallèle avec Reichbusters. Reichbusters, la pseudo-infiltration du début, c'était un peu symbolique parce que la mécanique faisait que au final, très rapidement, alors quand je dis très rapidement, 3-4 tours, on se retrouvait avec l'alarme déclenchée et puis ça tournait à la baston pure de Dieu. Là, j'espère qu'on va nous laisser le temps de faire cette infiltration, sauf si on fait de la merde en cours de jeu. Là, d'accord, on se sabote nous-mêmes, mais sinon, laissez-nous profiter. En 3, où est-ce que c'est 3? Ah, c'est sur le côté là. Prenez les dés d'infiltration, les jetons bruit, cadavre, les jetons intérêt, vigilance et mettez-les à proximité. Ça en fait un paquet. Alors c'est encore bien de bien parce que j'ai dit la dernière fois quand on a vu les tests
que ce compartiment avec les jetons réussite, les jetons stop et les dés spécifiques au test, ça pouvait non-stop rester là. Donc on peut se faire un compartiment avec tous les éléments de l'infiltration, c'est-à-dire bruit cadavre. Alors ça c'est bruit cadavre, ça tombe bien, c'est un seul et même jeton recto verso. Les jetons intérêt vigilance. Ah ok, jeton intérêt vigilance. Ah bah, on va profiter qu'il n'y ait plus rien là pour venir mettre ça. Oui, non, c'est là que ça se passe. Intérêt vigilance, parce que au placement des tuiles en mode exploration, on peut placer des jetons intérêt comme ça. Donc on va laisser là. On a besoin de what else? Ah bah les dés. Les dés, c'est cool parce que ça trie, hein. Plus ça va, et bah plus ça va. Alors ce serait les 2 dés blancs, 10 faces, et le dé noir, 10 faces aussi. Voilà ce qui va nous servir à l'infiltration. Pour le reste, ce serait que les dés de combat. Hop. Infiltration là. Bah c'est tout. Intérêt, vigilance. Alors je ne sais pas ce que sont les pions. Vigilance. Ah oui, si, c'est ça. Parce que, il y a un non-œil. Non, c'est pas un non-œil. C'est la face des méchants, ça. Bon, bah I put it there. Ok, prenez toutes les cartes action. Mélangez-les pour créer une pioche. Ah, d'habitude, on ne doit pas mélanger les cartes action, sauf lorsque ça nous est spécifié. Donc, on mélange tout ça et on les garde à proximité. Alors, je vais virer le post-it. Vous allez venir là, pourquoi pas. Installer là en laissant une place pour créer la défausse. Ouais, ok. Alors, astuce symbolique, hein, si vous manquez de place au moment de défausser des cartes, vous les mettez en dessous, hein, plutôt que d'avoir à faire une pile à côté. Voilà, voilà. Après, après c'est tout. Voilà le matériel dont on a besoin en mode infiltration. Par contre, attendez voir. Oui, si, d'accord, ça se joue sur des tuiles. Oh! On y vient, on y vient. Attention, réalisez ces actions seulement lorsque vous voyez les consignes entrer, passer en mode infiltration. Donc avec l'icône chute, cap verte. Vous pouvez être en mode infiltration sans pour autant jouer sur les tuiles, en passant d'une salle à une autre par exemple. Pensez alors à conserver le plateau infiltration à portée sans le réinitialiser, sauf consigne contraire où l'entrée dans une nouvelle infiltration est indiquée. Ok. Ok, ok. Donc, au même titre qu'il nous avait indiqué pendant la phase de voyage qu'il ne fallait pas systématiquement mettre le plateau vierge quand on allait dans le livret d'exploration au cours de la phase voyage. Et bien là, c'est pareil, on peut très bien commencer à jouer. Au bout d'une demi-heure, on passe en infiltration. On va jouer l'infiltration pendant 45 minutes. On reprend la partie, mais il ne faut pas réinitialiser le plateau, sauf indication contraire. Alors ça m'amène à penser que, oui, il faut beaucoup de place sur la table. Bon, on a tous les éléments. Fonctionnement du plateau infiltration. C'est sur ce plateau que se trouvent les informations à prendre en compte à chaque étape. Vous y reporterez votre progression et ses conséquences sur les ennemis présents. Le plateau a 2 faces, normale ou difficile. Les deux fonctionnent de la même façon, c'est uniquement la piste de menace qui va différer.
Donc la piste de menace, c'est celle-ci. En quoi cela diffère? Ah bah oui, carrément. Là, la progression est beaucoup plus rapide pour aller dans les zones de danger. Euh, les niveaux de danger de zombicide, hein. Jaune, orange, rouge. Ok. Et là, c'est un peu plus facile. Yes. La piste de menace, justement. Alors, en A, le cube sur la piste va indiquer le niveau de menace pour les ennemis. Plus la menace est avancée, plus leur distance de vision augmente et plus ils s'activent. La menace augmente en fonction des actions que font les héros pendant leur tour. Ah ouais. Ok, alors admettons supposition, hein, parce que vous savez que j'aime bien parler pour ne rien dire, mais en zone de menace bleue, ils auraient une vision à 1 et ils piochent 2 cartes action. En jaune, toujours 1, mais par contre 3 cartes action, et ça évolue comme ça. Et en mode difficile, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4. Ah bah, toutes ces valeurs-là ne changent pas. C'est vraiment que la piste de menace qui va évoluer. Ok. Ensuite, B, c'est là. Ouais, c'est ça, c'est bien la distance de vision des ennemis et on a le symbole là, comme ça. En fonction de la position du cube sur la piste, les ennemis présents voient à une distance plus ou moins grande. Cela simule leur niveau d'attention. Plus la piste avance, plus ils regardent loin. Le numéro dans le tableau indique à combien de cases ils verront. À noter qu'ils voient à 360 degrés et pas seulement dans une direction précise. Alors ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'ils auraient pu pousser un peu la règle pour dire, alors comme dans Dungeon Saga, oui c'est ça, c'est dans Dungeon Saga où il y avait, enfin où il y a l'orientation de la figurine qui est importante. Là, ça n'est pas le cas. Je me suis permis de me lever en même temps pour fermer un peu le rideau parce que dans la région Tourangelle de la planète Malia, on a un beau petit soleil ce matin, c'est sympathique. Donc le champ de vision, c'est à 360 degrés. Bien. La distance de vision des ennemis suit les règles de ligne de vue, donc là, c'est très bien, ça nous renvoie aux règles standards. Alors, qu'est-ce qu'on a? À ce niveau de menace, les ennemis ne voient qu'à une case. En augmentant la menace, ça permet aux ennemis de voir à 2 cases de distance quand on est en orange. Zone de vision associée. Zone de vision... Ah oui, 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 ok. Là, notre ennemi ne voit qu'à une case 360, alors que là, à droite, il voit à deux cases dans tous les sens, même en diagonale, bien sûr. Et on a vu que les plateaux, les tuiles, n'étaient pas si grandes que ça, parfois. Donc, on peut avoir vite fait de se faire repérer. Focus, les zones d'ombre. Les zones d'ombre, alors là, pour le coup, je vais reprendre une des tuiles dit, ouais, celle-ci, la Z quelque chose, la Z7. C'est pas la Jet 7, hein. Ça, ce sont des zones d'ombre. Plouch. Un ennemi? Tu es où, ennemi? Viens, 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 n'aie pas peur. Tiens, toi là, mets-toi là. Enfin, mets-toi, je sais pas où. Mets-toi là pour l'instant. En infiltration, les ennemis ne voient pas ce qui se trouve dans une case d'ombre. Que ce soit personnages, jetons, cadavres, équipements. Sauf s'ils sont adjacents. Ok, donc toi, tu vois dans la zone d'ombre là, et là, mais pas ce qui est au-delà.
Même si, ça veut dire que même si on est en niveau de menace 2 cases, et ben, en étant là, grâce aux zones d'ombre là, il ne verra pas. Tout en étant soumis aux règles de ligne de vue. Ça, c'est clair. Une case d'ombre ne coupe jamais la ligne de vue. Oui, j'avais fait aussi cette réflexion de dire bah, c'est un petit peu bizarre. Alors, que ça ne coupe pas la ligne de vue, pourquoi pas, mais une case d'ombre aurait pu donner un malus sur les tirs notamment, ou les sorts. Et les sorts. Si un ennemi voit plus loin que la case d'ombre, il verra le ou les cases derrière jusqu'à sa limite ou un obstacle. Si un ennemi voit plus loin que la case d'ombre, ben oui, si par exemple il est là, que nous sommes en niveau de danger rouge, donc il a une vision à portée de 3, il pourra voir jusqu'ici, il verra les cases derrière jusqu'à sa limite. Parce que les cases d'ombre ne coupent pas les lignes de vue. Ah oui, c'est pour les tirs. Sauf que, juste au-dessus, ils viennent de nous dire que un ennemi, à moins d'être adjacent, ne voit pas ce qui se passe dans une case d'ombre. Mhm. Donc si on a Ginette, non c'est Gino, non c'est un Ginette, une Ginette, si elle est là, il peut tirer quand même à travers la case d'ombre en mode infiltration. Ok, petit ok par contre. Alors exemple, en 1, ici. Si l'ennemi possède une zone de vision à 3 cases, il ne peut pas voir ce qu'il y a dans les cases d'ombre. Crac, 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 là, interdit. Mais peut voir ce qu'il y a dans les cases d'ombre en 2. Ah, il est foiré où notre ennemi? Ah oui, il est là, pardon. Ah oui, il peut voir ce qu'il y a en 2 parce qu'il est adjacent. Ok, en diagonale, là. Par contre, à 2 cases, à cause de l'ombre, il ne voit pas. Pour rappel, aucun personnage ne peut voir au travers des obstacles bloquants, ligne rouge, ça, ok. Les cases d'ombre sont indiquées sur le plan et les tuiles. Si un jeton invocation se trouve sur une case d'ombre, retournez-le sur sa face ombre. Oui, 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 on a bien le liseré grisé sur sa face ombre. Ok, lumière, ombre. Bien. Alors, tac, tac, la piste de menace, distance. Ouais, ok. Bien faire gaffe à cette règle-là par rapport à l'ombre, mais correct. Et enfin, en C sur notre tableau de menace. Donc c'est là. Nombre de cartes, action ennemie. Oui, c'est bien ça. Là. Une autre conséquence de la position du cube sur la piste de menace, c'est le nombre de cartes actions que les ennemis vont utiliser lors de leur phase. Après, on en vient à ce tableau-là. Pour les actions de la phase héros. En infiltration, les héros peuvent effectuer 4 actions spécifiques, demandant ou non un coup en point d'action. On va pouvoir se déplacer, éliminer à distance avec une arme à distance, donc on a le symbole de tir, assassiner au corps à corps, avec ou sans arme, et ça c'est déplacer un cadavre ennemi. Alors, cette icône ici, là, indique que chaque ligne d'action différente activée nécessitera le lancer d'un dé infiltration. Selon le résultat, cela fera avancer le cube sur la piste de menace. D'accord, ouais, on a bien le symbole du dé. On a bien le symbole du dé. Ok.
plus il y aura d'actions différentes, plus il y aura de dés à lancer, et plus la menace augmentera. Chaque action sera détaillée par la suite. Autre élément sur le plateau. Les déclenchements d'une alerte. Alors, c'est là. L'alerte est déclenchée si le cube atteint la fin de la piste. La toute fin, on a le symbole alerte égale alerte. OK. Ou bien un héros ou un jeton cadavre est repéré en entrant dans le champ de vision d'un ennemi. Un héros ou un jeton cadavre repéré, ça déclenche l'alerte. La pioche de carte action est épuisée. Ça c'est en I. Ah oui, 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 là, si on n'a plus de pioche de carte action, bim, alerte. Donc ça c'est le principe du timer hein, qui rajoute un coup de pression aux joueurs. Bon, quand je disais foutez-nous un peu la paix et laissez-nous profiter du jeu et de explorer un petit peu comme on veut. Bon, c'est à voir. Ça c'est à voir. Ça dépend comment est géré le timer. Si c'est vraiment grosse pression, ça me gonfle. Si par contre ça reste soft et puis agréable à subir, je dis bien à subir, eh ben ma foi, c'est youpi. Alors, un héros révèle une face spéciale de déinfiltration noire. Alors ça, c'est un cas de déclenchement d'alerte si un héros révèle une face spéciale du déinfiltration noire. Ah oui, d'accord. Si je tombe sur cette face spéciale en lançant les dés, paf, l'alarme est déclenchée. Chiotte. Ensuite, en J, ah oui, en J, c'est en dessous, là. Dans ce cas, le groupe entre immédiatement en mode combat et commence son tour de combat avec 0 initiative. Initiative 0. Et là, on met en place un combat. Ok, bon, c'est assez riche en termes de choses à faire par rapport au nombre d'actions en infiltration, avec quand même des conditions de déclenchement d'alarme plutôt pas mal. Alors, le déroulement du mode infiltration. Bon, visiblement, c'est pas quelque chose de symbolique, hein, c'est une vraie phase de gameplay. Le mode se joue en tours comprenant 3 phases. Principale des héros, phase des ennemis, phase secondaire des héros. Ah ouais. Donc les héros vont jouer 2 fois pendant... Ouais, c'est ça, pendant un tour. Vous allez enchaîner les tours jusqu'à sortir du mode infiltration, soit par une alerte, soit en sortant du lieu sans avoir été repéré. Ben oui. Phase principale des héros. Les héros jouent chacun à leur tour dans l'ordre de leur choix. Ils doivent tous commencer leur tour durant cette phase. Au début de la phase, tous les héros récupèrent leurs 6 points d'action. Au début de la phase, d'accord. 6 points d'action. Pendant son tour, un héros peut effectuer des actions diverses, ouais, de son choix dans l'ordre de son choix. Le héros doit dépenser des points d'action pour les réaliser. Une même action peut se faire plusieurs fois tant que les points le permettent. Un héros peut également se mettre en attente et reprendre la main au moment souhaité. À la vache! Ah ça, tactiquement, c'est super important. Et alors le nombre de points d'action, par contre, 5, 4, 1. Ce serait ça. Déplacement, il faut bien que ça consomme des points d'action. On va voir ça après. Alors on a attention là, pour chaque type d'action du tableau, on ne lance le dé qu'une seule fois. Et non pas autant de fois que l'action a été réalisée.
Pour chaque type d'action, on ne lance le dé qu'une seule fois en conséquence et non pas autant de fois que l'action a été réalisée. Ah d'accord. Bah c'est bien ça, c'est au bénéfice du héros alors. Alors si je veux me déplacer, un héros peut se déplacer en respectant les règles du déplacement, une fois par phase principale et seulement s'il ne s'est pas encore mis en attente. Chaque héros peut utiliser son déplacement gratuit. Le déplacement peut être plus court que le déplacement gratuit du héros, mais le reliquat est perdu. Ouais, ça on l'avait vu. Un héros peut ajouter des déplacements en dépensant le coût demandé. Le héros peut choisir d'utiliser son déplacement gratuit à tout moment, dépendamment de sa situation. S'il souhaite effectuer plusieurs déplacements ou faire un déplacement plus long, un héros peut faire des déplacements payants. Il peut répéter l'opération autant de fois que souhaité, tant que ses points d'action restants le lui permettent. Et enfin, l'action de déplacement supplémentaire est la seule dont le coût n'est pas représenté sur le plateau infiltration car il est déjà inscrit sur votre plateau joueur. Le coût du déplacement supplémentaire, c'était fourré quelque part par là. Déplacement, ou quelque part par là. Oui, la révision s'imposera, hein. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc déplacement, ça marche. Après, on peut faire un assassinat à distance. Alors, assassinat à distance, voyons voir ça. Si un héros possédant une arme à distance équipée, non, seul un héros possédant une arme à distance équipée peut effectuer cette action. La ligne de vue jusqu'à la cible doit être valide et sans malus. Pas d'obstacle gênant ou adversaire sur le passage. Le héros dépense 5 points d'action à la vache. Sachant que par phase, par tour, on n'en a que 6 à disposition. Waouh! La figurine ennemie est retirée du plateau et remplacée par un jeton cadavre. Le corps s'écroulant au sol génère un jeton bruit que l'on place sur la même case que le jeton cadavre. Donc en situation, ça veut dire que toi je te bute, tu deviens cadavre et bruit. Et s'il y a un de ces potes là, attention, il va falloir s'affoler pour le... Non, il est là. Il est là, mais on est toujours en bleu. Il ne voit qu'à une case de distance, pourvu qu'il ne se déplace pas par là. Ouh, suspense. Oh my god. Mets-toi là. Ouais, ça coûte 5 points d'action par contre, hein. Donc, oups, bah enlève-toi. Alors, pour 5 points d'action, on assassine, on a un jeton cadavre plus un jeton bruit. Et ça, c'était pour symboliser l'action, le lancer de dés. Ok, là on était à distance, maintenant on va aller au corps à corps pour assassiner au corps à corps. Tous les héros peuvent effectuer cette action quelles que soient leurs armes, même à main nue. La cible doit se trouver sur une case adjacente. Le héros dépense 4 points d'action. La figurine ennemie est retirée du plateau, remplacée par un jeton cadavre. Cela ne génère pas de jeton bruit, car l'assaillant accompagne la cible au sol pour rester discret. Yes, 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 yes. Ah, c'est bien, bien pensé et logique. Elle est où notre quatrième action là? On nous avait dit que se déplacer, éliminer à distance, éliminer au corps à corps. La dernière, c'est déplacer un cadavre. Ah oui, c'est en dessous. Entre-temps, on nous fait un focus de règles d'infiltration des cartes, armes et ennemis.
Certaines cartes indiquent des règles spéciales d'infiltration. Souvent, elles indiquent qu'il est impossible d'effectuer une action d'assassinat, distance, corps à corps, que le coût en termes de points d'action change, ou bien que des actions sont impossibles. Par exemple ici, avec un arc, l'action assassinée à distance n'est pas possible avec cette arme. Ouais, pourquoi? Alors qu'est-ce qui justifie qu'avec un arc, on ne peut pas tirer à distance? Un. L'action d'assassiner à distance n'est pas possible. Et c'est bien le dessin d'un arc hein, qu'on a. Alors qu'en dessous, on a encore un dessin à l'arc. Et là, ça nous indique qu'il est possible d'assassiner à distance avec cette arme. Ouais, alors là, je vois pas trop pourquoi, si ce n'est nous inciter à changer d'arme, à le faire évoluer pour bénéficier de l'assassinat à distance en infiltration. Bon, ok. Et le dernier, là, c'est quoi? Assassiner au corps à corps coûte un point d'action de moins. En infiltration, assassiner au corps à corps égale moins un point d'action. Voilà comment on lit icône par icône et ça va être une habitude. Hein. Je le dis depuis le début, mais c'est vrai que ça va être avant d'en faire une lecture fluide. Eh ben, il va falloir bien apprendre quel type d'icône correspond à quoi en jeu. Ensuite, les cartes ennemies ont aussi ce type de consigne qui changent également leur comportement en infiltration. Alors, carte ennemie, on va prendre un des petits gâteaux là. Toi, avec tes deux épées, c'est exactement ça. Alors, bah là, on n'a pas le symbole en infiltration. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Qui est-ce qui est balèze en mode infiltration? Ah, ici, ok. Les halbardiers, là. En mode infiltration, on ne peut pas les assassiner à distance. C'est bien ça. Oui, s'il est là, pile poil, cet ennemi ne peut pas être assassiné à distance. Ou alors, cet ennemi ne peut pas être assassiné en mode infiltration, carrément, ni à distance, ni au corps à corps. Ici, on a tuer cet ennemi au corps à corps coûtera 2 points d'action supplémentaires. Alors, à gauche, on ne peut pas l'assassiner à distance. Et au corps à corps, ça coûtera 2 points supplémentaires. En bas, cet ennemi peut voir à une case de plus que ce qui est indiqué sur le plateau. Ah, le bâtard. On en a beaucoup des comme ça. Ah ouais, on en a quelques-uns. Ah oui, on en a quelques-uns. Bon, ok. Oh la vache. Fumier. Il fait plein de trucs en mode infiltration, lui. Bien. Et alors, complètement à droite, cet ennemi peut se déplacer d'une case de plus. Ouais, d'accord. Bon, c'est logique et lisible. Et on en revient à notre quatrième action en infiltration, c'est le fait de déplacer un cadavre. On avait notre cadavre ici, qui a fait du bruit. Tous les héros peuvent prendre un jeton cadavre se trouvant sur sa case ou adjacente et le poser sur leur case ou sur une case adjacente en dépensant un point d'action. Donc je fais à la fois ça et je le pose plus loin pour un point d'action. Un jeton cadavre posé sur une case-faille et défaussé définitivement de la tuile. Ah bah ouais, on balance le corps dans le vide. Placer les jetons cadavres dans les zones de faille permet de les faire disparaître. Cela diminue les chances que l'alerte soit déclenchée. Ici, là, on balance le corps dans le vide.
Il est également possible d'empiler les jetons cadavres. Un héros peut se déplacer dessus. Un ennemi, lui, déclenchera l'alarme. Intéressant. Très intéressant. On peut se faire un petit tas de cadavres comme ça, propre, avant d'y foutre le feu. Ça va être d'une discrétion mortelle. Et à distance, le mec, il voit pas qu'il y a un empilement de ses camarades. Ok, ok, ok. Bon, on va dire qu'on met des feuilles, des branchages, une couverture, peu importe. Mais on peut s'amuser, si on en a le temps, à empiler les cadavres. Drôle de hobby. Vous avez une passion particulière. Je crois que c'est la Ankis, elle. Hein. Peuple Ankis. Bon, bah, il faut le savoir. Hein. On peut les empiler. Ok. Alors attention. Le jeton cadavre, même s'il n'est plus en jeu, peut toujours compter dans les consignes de jeu. Et pour certains décomptes sur les cartes actions, pensez à les conserver près de la tuile pour ne pas les oublier. D'accord, je balance ça dans le vide. On les met à côté du plateau. Rappel, en infiltration, les obstacles gênants bloquent les lignes de vue. Un cadavre derrière un obstacle gênant n'est pas visible à distance par un ennemi. Alors, ce qui me fait toujours plaisir dans les jeux typés dungeon crawler que j'affectionne particulièrement, c'est que on va pouvoir remettre là les tuiles, enfin les cases de tuiles sont suffisamment grandes pour remettre des petits décors sur les uns, sur les autres, histoire d'agrémenter ça. Et mine de rien, le fait d'avoir de la 3D, eh ben, c'est un rappel par rapport aux lignes de vue. Sympa, sympa, sympa. Donc ça, c'était le rappel. Donc là, on a vu nos 4 actions disponibles en mode infiltration. Avec un coût plus ou moins élevé et d'éventuelles restrictions selon les ennemis. Alors, on a un exemple en A. Le A là. Si aucun jeton cadavre n'est visible par l'ennemi. Pas du tout. Ici, dans cet exemple, aucun jeton cadavre n'est visible par l'ennemi grâce aux obstacles gênants qui bloquent sa ligne de vue. Gênant, c'est effectivement pointillé jaune. Par contre, ah ouais, parce que en dessous, on voit là, on devine une table, donc les cadavres auront été planqués sous la table. Par contre, en dessous, puisque l'ennemi B est adjacent à un des jetons cadavres, ce dernier est donc repéré et l'alerte est déclenchée. On n'a pas le droit à l'erreur, mais c'est complètement logique. Hein, à nous de nous débrouiller en temps et en heure pour bien planquer les cadavres. Ceci n'est possible qu'en mode infiltration. La ligne de vue à travers les obstacles gênants n'est pas bloquée en mode combat. Oh putain, oui, alors ça, il va falloir le noter, le renoter, l'apprendre par cœur et pas l'oublier. C'est pas gagné. On a bien 2 distinctions sur les lignes de vue pour les obstacles gênants. Alors il l'avait dit et répété hein, quand on avait vu ça dans la vidéo concernée. Euh, ok. Allez, une petite règle en plus importante. Et ensuite, pendant son tour, et ça je trouve que c'est vachement bien, on peut se mettre en attente. Genre tendre une embuscade. Mise en attente. Se mettre en attente permet au héros de revenir plus tard en jeu afin d'intervenir pendant le tour d'un autre héros ou d'un ennemi. S'il se met en attente, le joueur paye le nombre de points d'action indiqués sur son plateau. Oui. Pour cela, il retourne le cube action de son plateau héros sur la face en attente. Ah oui, 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 oui. Oups, c'est vrai que je vous ai dit la dernière fois que j'avais commencé à tenter de coller les autocollants sur les cubes bleus qui sont des cubes de gemmes, des cubes d'action, pardon. Ah, quoique, je croyais qu'on mettait des gemmes là-dessus, mais pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Et donc, on a une face, un autocollant à mettre. Ça symbolise l'attente. Là, hop, je me mets en attente pour laisser venir un ennemi. Ou alors que un pote joue avant moi. Ok. Et la mise en attente, ah ben, on l'a là. Pour un point d'action, je me mets en attente, mais je ne peux pas me déplacer. Je reste statique. Le coût de mise en attente est différent pour chaque héros. Voyons voir ça avec les plateaux que j'ai là. Pour les Sulks, ça coûte 2 points. 1 point l'ancienne, 1 point le Urberg, 1 point la Wallen. Ouais, bah, ça va, c'est pas non plus... c'est pas énorme. En majorité, bah, même les autres de l'extension, ça ne coûte qu'un point. Donc en fait... Ouais, voilà, on a encore le Sulk qui nous fait chier, là. Il fait son petit son intéressant. Bon, alors, pour le coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de distinction que ça. Ça rajoute de la variabilité. Là, on n'en a qu'un. Bon, ok. Alors ensuite, pour se mettre en attente, le Yoctal doit dépenser un point d'action. D'accord. S'il ne l'avait pas utilisé avant, le joueur perd son déplacement gratuit. Ah oui, attention. Ça, c'est le symbole du déplacement gratuit qui fait référence à ça, je crois. Hein. Déplacement gratuit est là, et quand on veut opérer de nouveaux déplacements, on les paye en points d'action. Astuce. Un héros peut très bien commencer son tour en se mettant en attente. Alors encore une fois, je vais faire la réflexion qui me fait dire que on est allé piocher par les créateurs ou pas. Hein. Enfin, ça me rappelle fortement la règle que nous avions dans la Cité Maudite où on pouvait se mettre en réaction. Et tactiquement, c'est vachement bien. Donc c'est bien de l'avoir incorporé. Et enfin, terminer son tour. Si un héros décide de terminer son tour, il perd tous ses points d'action restants. Il fait ensuite le décompte de ses actions réalisées pour lancer les dés d'infiltration et potentiellement augmenter la menace. Ah oui, d'accord. On ne lance les dés qu'après avoir réalisé un certain nombre d'actions. Je me déplace, j'assassine quelqu'un, je déplace un cadavre, ça fait 3 actions. Ok. S'il ne l'avait pas utilisé avant, le héros perd son déplacement gratuit. Oui, puisque c'est la fin de son tour. Lancer les dés d'infiltration. Lorsqu'il termine son tour ou se met en attente, le joueur doit lancer un dé pour chaque action différente réalisée. Le héros lance un seul dé par action activée. Un héros peut par exemple se déplacer 2 fois ou plus pendant une phase de jeu, mais ne lancera qu'un seul dé. Et ben voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais ça enlève le doute que je m'étais collé. Chaque dé comporte des signes, et pour chaque dé de menace, non, et pour chaque signe de menace révélé, vous avancerez le cube d'une case à la vache. On a des faces à 2 menaces. Bon, le max, c'est 2 menaces, mais multiplié potentiellement par 2. Chaque dé comporte des signes, et pour chaque signe, d'accord. Plus le cube avance, plus l'infiltration sera compliquée. Alors, dé infiltration blanc. 4 faces vierges. 3 faces, une menace avance. 2 faces, 2 menaces avance. Et une face spéciale. Nous n'aimons pas avoir la face spéciale. Et puis on a un dé d'infiltration noire avec... Alors pour le coup, pas de face vierge, la vache. Mais 3 faces, une menace. 3 faces, 2 menaces. 3 faces, 3 menaces. Et une face spéciale. Nous n'allons pas aimer jeter le dé noir.
Ah, ah. Ah bah tiens, justement. Wow, pas tant, pas tant. On a les faces spéciales des infiltrations. Si un héros doit lancer 3 dés d'infiltration blanc, il les remplacera par un dé d'infiltration noir. Ah, parce qu'on aura fait beaucoup plus d'actions que 2. Ok, c'est pour ça qu'on en a 2. La face spéciale du dé noir déclenche automatiquement l'alerte. Ah non. Que du dé noir, hein. Ok. La face spéciale blanc augmente d'autant la menace que le nombre d'équipements lourds, équipés ou non, que possède le héros. Ah ouais, d'accord. Pourquoi l'équipement lourd est pris en compte là? Oui, parce que on fait plus de bruit éventuellement, on est plus pâteau, moins agile. Ouais, ouais, ok, ça s'explique. C'est chiant, mais ça s'explique. Alors, mécaniquement, ça restreint quand même les joueurs à ne faire que 2 actions par tour au moment de jouer. Parce qu'à chaque fois, venir lancer le dé noir, ah bah là c'est correct. Là c'est... Ça c'est que si j'ai un équipement lourd, donc on s'en bat les brosses. Ouais. Parce que, admettons, j'ai pas d'équipement lourd. Là j'augmenterai de 3. Pof, pof, pof. Allez quand même, hein. Quand même, quand même. Oh putain. On va prendre 3. On va prendre cher. Là, j'ai pas d'équipement lourd. Bam, bam, bam. Waouh, la vache. Donc, si on fait 3 actions en infiltration, le dé noir, là, il va vraiment, vraiment nous pourrir. Donc, c'est ce que je craignais un peu. Ça... Il y a un effet accélérateur punitif quand même. En plus d'avoir le timer avec cette putain de pile de cartes actions là qui va s'égréner. Et je suppose que selon les infiltrations, on va nous dire mettez un timer de 6 cartes. Mettez un timer de 12 cartes. Mhm. Bon, ça peut être une possibilité de se laisser le champ libre sur un... Jouer l'infiltration bah, autant de fois qu'on veut. Tranquille. Tranquille pour profiter du gameplay. Là, ça n'est qu'une supposition de ma part, hein, attention. Hein. Vous savez que j'extrapole très facilement, et c'est vrai qu'il extrapole. Alors, autre cas possible de changement de menace, donc curseur ici. Il vous sera parfois demandé dans les livrets d'augmenter ou de diminuer la menace. Reportez simplement la consigne sur la piste. Si pendant la consigne, l'alerte est déclenchée, finissez la consigne et passez en mode combat ensuite. D'où le fait de bien conserver le plateau à côté et de ne pas le tripoter tant que le jeu ne nous dit pas, voilà, vous avez quitté le mode infiltration. Alors, ça, c'était une aparté sur les phases spéciales. Ok. Sortie d'attente et reprise en main. Un héros en attente peut reprendre la main gratuitement. Dans ce cas, il retourne son cube sur la face action. Donc, j'avais 6 points, ça m'a coûté 1 point pour me mettre en attente. Gratuitement, je reprends le fil de l'aventure. Ok. Il peut interrompre le tour d'un allié ou d'un ennemi à tout moment, avant ou après une action ou au milieu d'un déplacement, mais pas entre un lancer de dés ou l'application du résultat. Le héros ou l'ennemi qui a été interrompu voit son tour mis en suspens. Lorsque le héros qui a interrompu finit son tour ou se remet en attente, le tour de celui qui a été interrompu reprend où il en était. Ouais, c'est logique. Exemple de reprise en main. À son tour,
le Yoctal en A souhaite se rendre sur la case blanche. Donc il veut aller ici et parcourir deux cases. Il deviendra visible par l'ennemi en C, puisqu'il va devenir adjacent. Il a déjà utilisé son déplacement gratuit durant ce tour, et il n'a pas assez de points d'action pour assassiner l'ennemi et se déplacer. L'ancienne qui était en attente décide de reprendre la main pour assassiner l'ennemi C. Ok. Elle dépense 5 points d'action pour assassiner à distance, parce qu'elle possède une arme à distance. Un jeton cadavre ainsi qu'un jeton bruit sont posés à la place de l'ennemi. L'héroïne B lance un dé d'infiltration pour son action. Puisqu'elle met fin à son tour, en fait, elle n'a plus de points d'action, elle termine donc son tour. Le héros Yoctal reprend son tour normalement et se déplace vers la case blanche en dépensant 2 points d'action. Il lance ensuite un dé d'infiltration car il n'a fait que ce déplacement ce tour-ci avant l'interruption et un déplacement supplémentaire après. Donc même s'il a fait 2 déplacements, on a bien vu que ce n'était qu'un dé de lancer. Bon, c'est clair. C'est clair, mais en solo, va pas falloir perdre le fil, hein. Les marqueurs vont être les bienvenus. Un héros peut aussi reprendre la main pendant la phase des ennemis. Il peut même le faire pour interrompre le déplacement d'un ennemi. Il n'est pas obligé d'attendre que cet ennemi ait terminé son déplacement ou qu'une carte action soit appliquée en entier. Ok. Phase des ennemis. Alors, on a bien vu que la phase des ennemis intervient après un premier tour complet de tous les héros, hein. Ouais, c'est ça. Phase principale des héros, tout le monde joue, tout le monde aura lancé ses dés d'infiltration, ce qui peut changer le comportement pendant la phase des ennemis. Alors, sur le plateau, cette phase correspond au déplacement des ennemis dans le lieu où vous êtes. Piochez autant de cartes actions que demandé par le plateau infiltration, mais gardez-les face cachée. Retournez la dernière carte, appliquez les effets avant de retourner la suivante et de faire pareil. Après avoir appliqué les effets d'une carte action, défaussez-la. À ce niveau, piochez 3 cartes actions. On est là. Niveau jaune, on pioche 3 cartes actions. Si la valeur de la piste de menace venait à changer au cours de cette phase, ne piochez pas de carte action supplémentaire. Alors ça c'est bien, ça n'est pas punitif au moins. C'est pas abusé. Un héros en attente peut couper l'action en cours pour reprendre la main. Lorsque le héros termine son tour ou se met de nouveau en attente, la phase des ennemis reprend. Lecture des cartes actions. Alors, la partie de la carte action utilisée en infiltration et la partie haute, elle indique souvent en une étape comment se déplace un ennemi. Alors, ça va être la 3e et dernière application d'une carte action. La première fois, c'était par rapport au symbole en bas à droite, pendant la phase de voyage. Deuxième utilisation, c'était en bas à gauche pour les récompenses butin. Et troisième application, en mode infiltration. Donc oui, le deck va tourner très très vite. Ok, étape 1. Nombre d'ennemis concernés. Là, on a 2 ennemis qui vont être concernés par le mouvement. Bon, on va toujours de partout. En dessous, désigne à la fois la case ciblée pour savoir quel ennemi se déplace et quel sera leur déplacement. Ah bah oui, mais là, c'est pas de peau, j'ai les mêmes cartes. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Voilà, on va faire ça, on va faire du jaune, du...
qu'on ait un panel de possibilités. Donc, à chaque fois, là, on a 2 ennemis, 2 ennemis, 2 ennemis. OK. Le symbole désigne à la fois la case ciblée et quel sera leur déplacement. OK, bah oui, parce que sur le terrain, à chaque fois, on nous fait placer les fameux symboles comme ça. En C, nombre de cases maximum que les ennemis vont parcourir pour rejoindre la case ciblée. Ouais. Et enfin, en D, les ennemis peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction afin de rejoindre la case précédemment ciblée. Bon, ok, mais alors... en fait, à chaque fois, les ennemis peuvent emprunter n'importe quelle direction. Ah non! Très faible exception, eux vont se déplacer au nord. Nord, 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 n'importe quelle direction. Ah ouais, c'est très marginal. Ok, donc quand même, là on voit que le paquet n'a pas du tout été bien mélangé une première fois, donc il faudra le faire. Et en nombre de cases de déplacement, 2, 3, 4. Ah, il y a des cartes où on peut avoir la mauvaise surprise qu'ils aillent loin. Pour l'instant, on n'en a eu qu'une à 4, une deuxième à 4. Oh putain, 5, 4, 5. Ouais, wesh wesh. Pour cette carte, la lecture est 2 ennemis les plus proches du jeton invocation vert se déplacent de 2 cases vers ce jeton. 2 ennemis les plus proches du jeton invocation jaune se déplacent de 3 cases vers ce jeton. Bien. Les ennemis se déplacent vers les jetons invocation. Si leur déplacement les amène dessus, ils s'arrêtent. Ah, très bien. Si toi, tu es là, tu veux te déplacer de 3 cases, ben, 1, 2, là, je suis bien placé, j'inspecte. I look, I look, I look. Ok. Si le jeton est déjà occupé, ils finissent leur déplacement sur une case libre adjacente, même s'il leur reste des déplacements à utiliser. Bien. Quand il est demandé de déplacer les ennemis les plus proches d'un jeton invocation, ignorez tous les ennemis qui s'y trouvent déjà ou qui ne peuvent plus s'en approcher davantage. Quand il est demandé de déplacer les ennemis les plus proches, ignorez tous les ennemis qui s'y trouvent déjà. Ah oui, d'accord, oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Prenez en compte tous les autres ennemis qui pourraient donc se rapprocher d'au moins une case. Au tour numéro 2, là c'est occupé par un ennemi, on en a déjà un là. Si on nous demande de nouveau de les rapprocher du point jaune, bah ces deux-là ne bougeront plus. Donc ça temporise et c'est très bien. Ok. Exemple. Les 2 ennemis les plus proches sont le numéro 2 et le numéro 3. Ils se déplacent de 2 cases vers le point vert. Ah oui, il y a la notion de plus proche. Ah oui, oui, c'est important. C'est bien 2 ennemis les plus proches, c'est pas 2 ennemis sur le plateau. À chaque fois, on raisonne en plus proche. Et là, on a quasiment à chaque fois en 80% de majorité, on va passer à 90% de majorité, que 2 ennemis à chaque fois qui bougent. Bah, il n'y a pas de variabilité là-dessus. Alors si, on a une variabilité, parce que là, on voit qu'il y a un liseré. Hein. C'est dissocié. 3 ennemis, 3... Ah, mode facile, mode difficile peut-être. Ça rajoute une grosse contrainte. Alors, j'étais où? J'étais là. Focus, déplacer les ennemis en infiltration. Les ennemis ne prennent pas en compte la valeur de déplacement indiquée sur leur carte ennemie.
Yes. Oh, j'en ai marre de piocher, enfin de voir à chaque fois que je prends nos... Moi, je veux les basiques, là. Ils sont où, les basiques? Même si sur la carte ennemie, il y a une valeur de 4 cases de déplacement, en infiltration, on ne se référera qu'au nombre de cases de la carte. Quand un ennemi se déplace, il va toujours prioriser le chemin le moins contraignant, le plus court possible. Il prend en compte les déplacements en diagonale avant les horizontaux et verticaux. Attention, lors de son déplacement, l'ennemi conserve sa distance de vision à chaque case qu'il atteint. Il ne traverse jamais un obstacle gênant, sauf s'il a un déplacement léger sur sa carte. On avait vu que par exemple, lui, je crois, avait un déplacement léger. Avec le symbole... Ah non. Le symbole des plumes, des ailes... Tiens, toi, le dragon. Bah oui, le dragon, malgré son imposante carcasse, a un déplacement léger. Auquel cas, il peut traverser un obstacle gênant. Alors, en revanche, il peut entrer sur une zone d'eau ou franchir une zone de faille si c'est le meilleur chemin vers le point de référence que la carte action désigne, en prenant en compte les malus de déplacement de ces cases. Si un déplacement en évitant ces zones est plus favorable, il le privilégie. Bon. Ça, c'est toujours point de règle un petit peu chiant à mettre en application, mais au bout du compte, à force de, on y viendra. Et puis après, si on se plante une fois, deux fois sur leur déplacement, c'est pas non plus dramatique, hein. Alors une fois cette première étape résolue, et si on n'a pas déclenché l'alarme, on passe à l'étape 2. Ah ouais, d'accord, on a d'abord la première étape 1. On a pioché les cartes, on applique le haut de la première partie. Et là, on nous a bien mis un 2. On va déclencher l'étape de chiotte. C'est pas une histoire de mode difficile alors. Cette étape diffère de la première car elle est plus individuelle. Elle se concentre sur un seul ennemi dont le comportement va changer. Il va se déplacer dans une direction précise et son mode de vision va être différent des autres pendant ce tour. Il se peut que cet ennemi se soit déjà déplacé à l'étape 1. Alors, conditions d'activation de cette étape. Si un ennemi se trouve sur le jeton d'invocation jaune, il faut réaliser cette étape. S'il n'y a aucun ennemi, ignorez l'étape 2 en entier. D'accord. S'il est sur du jaune, s'il est sur du violet, du bleu, du violet, du jaune, oh là, on verra. Autant de jetons cadavres, ça déclenche l'alarme. Un truc comme ça. Si on a un ennemi sur un point vert, ok. Bon, d'accord. Si on a un ennemi qui atteint un point spécifique, on applique. Là, c'est encore autre chose. Donc, si j'ai un ennemi sur le point jaune, il va se déplacer de 3. En B, c'est ça, hein, déplacement de l'ennemi en question à réaliser. Ça nous donne une direction par rapport au nord, il va aller au sud. Direction de déplacement prise par l'ennemi, ici vers la gauche, en prenant le nord de la carte et du plan comme référence. Pour ce déplacement, l'ennemi suit la direction indiquée. S'il traverse des zones, il prend en compte les malus. Si le déplacement est impossible, il s'arrête avant. OK. Et puis on a en D un jeton vigilance. Jeton vigilance à placer sur une case devant la figurine ennemie après son déplacement. Le positionnement dans la même direction que sur la carte action, ici vers la droite par rapport au nord. Alors ici, il ne faut pas que je regarde ma carte en main, mais ce qui se passe là.
ici vers la droite, donc vers l'est, par rapport au nord. Oui, ça c'est maladroit d'utiliser gauche-droite alors qu'on évoque nord-sud, est-ouest. Mais bon, on comprend. C'est explicite. Alors attends, notre pépère là, il est sur le point jaune. Condition d'activation réalisée. Il se déplace de 3 cases vers le sud. On va dire que son point jaune était là. Il se déplace de 3 cases vers le sud. Et on place un jeton vigilance. On place un jeton vigilance vers le sud, justement. Donc là, comme ça, pour peu qu'il y ait une autre tuile ici, il devient vigilant. Ok. Ok, ok. Alors, ce jeton vigilance est placé sur une case valide, sans figurine, sans autre jeton, et qui ne traverse pas ou n'est pas un obstacle bloquant. Donc pour le coup, notre case, notre absence de case ne serait pas valable. Mais ça n'empêche pas de se déplacer. Si par la suite un ennemi se déplace et s'arrête sur la case du jeton, il est défaussé. Hop. Enfin, si l'ennemi concerné par le jeton vigilance venait à se déplacer à nouveau, on défausse le jeton vigilance et l'ennemi reprend une vision classique. Ouais. Alors je veux bien, bon admettons qu'on soit comme ça, mais c'est quoi l'impact? Il y a bien un impact sur le... Ah bah voilà, en E, ici là c'est par rapport au symbole infini. Champ de vision de l'ennemi, il voit désormais sur 3 cases de large et à l'infini en ligne droite, tant que sa ligne de vue ne rencontre pas d'obstacle. En revanche, cet ennemi ne voit plus les cases derrière ou à côté de lui, trop concentré pour se rendre compte de quoi que ce soit d'autre. Les zones d'ombre ne bloquent pas la ligne de vue, mais tout ce qui se trouve sur une case d'ombre reste invisible. Oui, c'est ça. On ne confond pas quand on est dans l'ombre, on est invisible, même pour un jeton cadavre, mais ça ne bloque pas la ligne de vue. Pourquoi? Parce qu'il y a de la lumière au-delà de l'ombritude. Ah, on va le dire comme ça. Ça peut paraître logique. Donc lui, il a notre petit gars. Sur les 3 cases qui sont face à lui en couloir, on va même te mettre ici. Toutes ces cases-là, là, vraiment, il est super vigilant. Alors, avec le jeton vigilance, la vision de l'ennemi change. Il voit tout dans la zone claire. Il ne voit pas dans la zone d'ombre et sa vision est coupée par les obstacles. Très bien. Exemple. L'ennemi se trouve sur le jeton d'invocation vert. Il active donc la seconde étape, se déplace de 3 cases vers l'ouest, s'il vous plaît. Vers l'ouest, comme ça. Pour l'instant, au premier niveau du plateau d'infiltration, l'ennemi ne voit qu'à une case de lui. Les héros ne sont pas visibles depuis le début du déplacement de l'ennemi. Et oui, l'ancienne et le Yocta ne sont pas concernés dans le champ de vision. Placez alors le jeton vigilance. L'ancienne est devenue visible. Si aucun héros ne sort d'attente pour tenter quelque chose, l'alerte est déclenchée. Ah ouais, c'est vrai que ces conditions d'alerte, boum. Hein. Dès qu'on devient visible. La vache. Donc ça rajoute un élément très tactique sur le gameplay qui est vraiment sympa. Parce que à nous d'agir intelligemment. Là, on va être dans un puzzle game. Qui fait quoi en premier, dans quel ordre pour qu'on s'en sorte. Hein. Ok. Attention, un héros en attente peut reprendre la main juste avant le déclenchement de l'alerte. Ah ouais, pour l'éviter. Ça, c'est cool.
Pour cela, la prochaine action doit obligatoirement être d'assassiner l'ennemi. Ça ne peut pas être une autre action, déplacement du héros, déplacement du jeton cadavre. Ouais, en fait, l'ancienne, elle pourrait pas reprendre la main pour faire un petit pas vers le nord et puis se mettre hors de vue. Et le problème, c'est que sur certaines conditions d'ennemis, il y en a qui ne peuvent pas être tués à distance. Hein. Trop d'armure. Ok. Alors, les cartes particulières, j'en ai eu en main. Elles sont pour l'instant à la fin, voilà. Il n'y en a pas tant que ça. Si, il y a celle-ci, celle-ci. Ah ben, j'ai eu bien fait de ne pas tout mélanger tout de suite alors. Toutes les cartes n'ont pas la même organisation. Certaines sont particulières, par exemple, en ne comportant pas de deuxième étape ou des consignes différentes. Cette carte n'a qu'une seule étape, la première. Sur cette carte, pour la première étape, le jeton demandé pour le déplacement est le jeton bruit le plus proche. Ah oui, ok. Là, c'est pas un focus sur un pion de couleur, mais c'est le premier jeton bruit le plus proche. Les ennemis vont vérifier d'où vient le bruit. Cela concerne tous les jetons bruit, mais les ennemis qui se déplacent sont toujours les plus proches. Attention. La deuxième étape de cette carte est différente pour chaque jeton cadavre présent. Ceux qui sont dans les failles inclus. Ah ouais, la vache. La menace augmente de 1. Oh non. Pourquoi? La menace augmente de 1 pour chaque jeton cadavre. Alors ça, pour moi, c'est pas logique. À partir du moment où un ennemi n'a pas conscience qu'il y a un cadavre, pourquoi la menace augmente? C'est plus cohérent avec tout ce qui se passe en infiltration depuis le début. Ah, petite phrase derrière. Les ennemis s'inquiètent de la disparition de leurs collègues. Mais il n'y a pas de déplacement prévu. Oui et non. Je sais, je titille, mais pourquoi oui et non? Alors oui, parce que ça fait avancer la piste de menace. Alors forcément, en termes de gameplay, ça fout la pression. Mais en termes de jeu pseudo-réaliste, ils s'inquiéteraient de la disparition de leurs camarades seulement si ils entreraient dans la ligne de vue d'un camarade qui était censé être là. Sur le plateau, sur cette tuile, on nous fait placer deux ennemis. Lui avait conscience au début de l'infiltration qu'il y avait un de ses potes là. Il est limité à une ligne de vue de 1, donc regarde ses godasses. Il n'en a pas conscience, il n'en a pas conscience. Si cet ennemi-là disparaît, au bout d'un moment, oui, en se rapprochant de la zone initiale, il peut se dire, bah tiens, c'est bizarre ça. Ça, c'est bizarre. Bon, là, c'est, ouais, je sais, je chipote, je titille peut-être, mais c'est encore une fois avec la phobie de la difficulté à outrance parfois qu'on trouve dans des règles qui sont mises comme ça par des créateurs juste pour dire ah ouais là ça va être bien, ça va être super dur, ils vont kiffer les joueurs. Ben non, 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 on est nombreux à vouloir profiter. Donc ouais, la deuxième étape est différente. Pour chaque jeton cadavre présent, ceux des failles inclus. La menace augmente de 1. Mitigé. Mitigé, mitigé avec cette... bon, il n'y a que 2, 4. Il n'y a que 4 cartes comme ça qui sont concernées. Après, si on a du pot, bah, on va les piocher au début de l'infiltration, donc on n'aura pas forcément eu le temps de tuer du monde. On s'en fout. À voir en jeu, en application. Oh putain, oui, là c'est super intéressant parce que pendant un tour, on a une phase secondaire des héros. Ça, je les remets comme ça pour le coup, puisqu'on va être... Phase secondaire, oups là.
calmos. Une fois que toutes les cartes actions des ennemis ont été jouées et si l'alerte n'a pas été déclenchée, les héros peuvent jouer leur phase secondaire. Seuls les héros qui étaient en attente et à qui il reste suffisamment de points d'action pour jouer peuvent être actifs. Ah ok, c'est le petit bonus plus plus. Cette phase se déroule de la même façon que la phase principale, à l'exception du fait qu'il n'est plus possible d'utiliser son déplacement gratuit. À la fin de cette phase secondaire, les points d'action restants sont perdus. Ensuite, les héros passent à un nouveau cycle et recommencent par une phase principale. Ça, c'est bien. Alors, c'est même du bien parce que pour la Cité Maudite, par exemple, on pouvait se mettre en réaction en dépensant un dé. Le problème, c'est que si on n'avait pas pu consommer la réaction à la fin de la phase des ennemis, ben on perdait cette réaction. Alors que là, on va pouvoir faire encore quelques bricoles. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien pensé. Alors, on sent qu'il y a du roleplay derrière. Hein, nos petits gars créateurs, là. Alors, j'ai pas vos prénoms, noms en tête, j'en suis vraiment navré, mais on sent que vous avez du bagage derrière. On pourrait s'entendre. Ouais. Alors, ça va nous amener à la fin de l'infiltration. Déclencher l'alerte. Lorsque l'alarme est activée, quelle qu'en soit la cause, l'infiltration prend immédiatement fin et les héros passent en mode combat. Qu'importe la phase dans laquelle les héros ennemis se trouvent. Et même s'ils n'ont pas fini leur tour. Oui, oui, oui. Un nouveau tour de jeu commence. Lors du premier tour de jeu, les héros commencent avec 0 initiative. Donc on a le rappel des conditions d'alerte. Hein. Rappel sur le plateau d'infiltration. Ici, en bas. Quand on passe en mode alerte, on met fin à l'infiltration. On passe en mode combat. Et tous les héros possèdent une initiative égale à 0. La vache. En fait, si vous n'êtes pas fort en rébut, dans Malia, ça va être compliqué pour vous. Il est possible que les consignes dans les livrets ou les cartes scénario en jeu vous fassent changer de mode, combat ou infiltration, ou ait un déroulé différent si vous déclenchez l'alerte. Suivez les consignes avant de faire toute autre action. Reprendre la main pour empêcher l'alerte. Reprendre la main est possible à ce moment précis, mais seulement pour les actions d'assassinat. Distance corps à corps. Un héros ne peut pas se déplacer ou déplacer un jeton cadavre vu par l'ennemi. Si une action d'assassinat est possible, l'alerte est évitée et la phase en cours reprend. Attention, un ennemi éliminé pour éviter l'alerte devenu cadavre peut être revu à son tour par un autre ennemi à distance de vision. Ce qui implique que cet ennemi doit être éliminé à son tour sous peine de déclencher l'alerte. Waouh. Bon, je suppose que ce genre de cas de figure sera très très peu vu. Hein. Par contre, il est impossible d'éliminer 2 ennemis en même temps. Si un héros est adjacent à 2 ennemis, l'alerte sera forcément déclenchée. La prochaine action immédiate ne permettant pas d'éliminer ces 2 ennemis en une seule action. Ah ouais. Donc là, on aurait, après avoir fait notre phase secondaire pour les mises en attente, c'est vraiment un cas de figure particulier au moment où on devrait déclencher l'alerte. On a, allez, une action bonus pour tenter d'éliminer celui qui en est la cause. Bon, bah c'est gentil à vous. Fin volontaire d'infiltration. Les héros peuvent décider volontairement d'y mettre fin, uniquement pendant une phase des héros, et si aucun héros n'est situé dans la distance de vision d'un ennemi.
Si les héros décident d'une fin volontaire, passez en mode combat, débutez un nouveau tour en récupérant tous vos points d'action. D'accord. Alors pourquoi on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça d'ailleurs? Bah, en fonction de l'avancée du jeu, tout bêtement. Alors maintenant, on a jeton bruit. Qu'est-ce que quoi? Règles supplémentaires et détails. Lorsque c'est indiqué par un livret ou lorsque vous assassinez un ennemi à distance, placez un jeton bruit, ok. Placer un jeton bruit sur un jeton cadavre ne fait pas disparaître le jeton cadavre qui compte toujours. Bah oui, on vient le mettre dessus, hein, ça c'était indiqué. Le jeton ne disparaît pas à la fin d'un tour, mais uniquement lorsqu'un ennemi passe sur une case avec un jeton bruit. Celui-ci est alors immédiatement défaussé. Alors, les jetons bruit vont servir à parfois faire venir un ennemi vers nous. On peut déplacer un cadavre pour qu'il soit plus dans sa ligne de vue, puis après on se casse. Il sait qu'il y a eu du bruit par là. Bon, ok, il continue, il continue. Il arrive là, il s'en fout. On vire le jeton bruit. Ah oui, si, ça a une incidence par rapport aux cartes. Plus nos ennemis vont naturellement marcher sur les jetons bruit, bah moins au prochain tirage de cartes action, ils pourront se diriger vers les jetons bruit. Bon, bah on compte sur vous, les ennemis nettoyeurs, là. Alors, qu'est-ce qui se passe si un héros a 0 point de vie? En mode infiltration, dès qu'un héros perd son dernier point de vie, échangez sa figurine avec son jeton initiative. Ah oui, j'ai tout ça, ce sont les jetons initiative. Alors, on n'a pas encore vu le mode combat, hein, ça viendra. Mais donc, si on tombe à 0 punto de la vida, on prend... Ah bah tiens. Tac. Oh, ma pauvre. Elle s'est fait éliminer. Bon Dieu de bon Dieu. Et donc, ce héros ne peut plus agir jusqu'à ce qu'il récupère au moins un PV. Il est alors considéré comme un cadavre et suit les mêmes règles. À part qu'il ne peut pas être placé dans une case de faille. Merci pour lui. Ah oui, considéré comme un cadavre, à la fois pour les héros et à la fois pour les ennemis. Les héros peuvent notamment être sur la même case ou le déplacer. Bien. Un héros à 0 point de vie ne peut pas quitter une salle, il doit être soigné pour revenir en jeu. Si la sortie de la salle est forcée par la narration, le héros regagne un point de vie et l'aventure continue. Ah bah ça c'est bien. Ça c'est bien pensé. Ok. Sortie d'un plateau. En infiltration, les héros peuvent quitter le plateau de tuiles sans éliminer tous les ennemis. Pour cela, il faut que tous les héros en jeu soient sortis. Par exemple, rendez-vous en 3 lorsque tous les héros auront quitté le plateau par cette sortie. Vous ne pouvez pas quitter le lieu avant d'avoir soigné un héros à 0 point de vie. Logique. Alors, par contre, est-ce qu'on pourrait quitter le lieu si par exemple on est censé partir par là? Est-ce qu'on pourrait quand même quitter le lieu en se disant, je déplace le cadavre une fois, je déplace le cadavre deux fois, allez hop, je le mets, tac, tac, dans la sortie. Pourquoi pas? Ça peut être rigolo aussi. Bon, là, visiblement, les concepteurs n'ont prévu que on est obligé de le soigner. Mais je n'exclus pas le fait de me dire, allez, tiens, on le sort par ce biais-là. Alors, les différentes façons de sortir. Il existe toujours une ou plusieurs sorties à une salle. Ce peut-être via un jeton d'intérêt qui est lié à un jeton accès ou à une sortie cachée. Dans ce cas, il suffit de se rendre au numéro de chapitre en cours.
Si ce dernier explique que le héros peut sortir, alors ce dernier peut faire le choix de sortir. Dans ce cas-là, sa figurine est placée à côté des tuiles. Il ne participe plus au tour de jeu. Il peut décider au début d'un prochain tour de revenir sur le plateau. Ça, c'est bien, en posant sa figurine sur le jeton par lequel il était sorti. Seuls les héros peuvent sortir d'une salle. Ça, c'est bien parce que, encore une fois, le parallèle est fait avec la cité maudite où on doit évacuer. Mais une fois qu'un héros avait évacué, j'ai pas souvenir qu'il y avait une règle pour nous autoriser à revenir en jeu. Donc, c'est plutôt bien pensé. Alors là, le Yoctal en B a atteint une sortie grâce au jeton d'intérêt. Il peut placer sa figurine hors du plateau et attendre. L'ancienne en A doit aussi atteindre le jeton pour pouvoir sortir. Ce peut être aussi grâce à différentes actions, des tests, des ennemis particuliers neutralisés, des missions, etc., qui auront leurs propres règles expliquées le cas échéant. Donc ça, c'est par rapport au fait de sortir de l'infiltration. Si on a une salle vide, parfois tous les ennemis seront éliminés avant que tous les héros ne soient sortis. Si vous éliminez le dernier ennemi de la salle, le héros dont c'est le tour en cours ne lancera pas les dés d'infiltration à la fin de son tour, puisqu'il n'y a personne pouvant le remarquer, sauf indication contraire. Par exemple, carte scénario, compte tour ou une consigne spécifique, vous pouvez continuer votre exploration des lieux sans utiliser vos déplacements ou les actions du plateau infiltration. S'il y a un ou plusieurs jetons intérêts, vous pouvez choisir quel héros se place sur chaque jeton avant d'en consulter le numéro. Ah ouais, c'est pour faire une fouille intégrale. Alors, bravo d'avoir intégré cette règle parce que, là je repense à Fate Forge, la frustration à cause du nombre de tours imposés. Dans Fate Forge, on ne pouvait pas se permettre de prendre deux endroits, des chemins différents pour aller fouiller des salles différentes. Et même si on arrivait à éliminer beaucoup d'ennemis sur notre chemin, on n'était pas, on n'était pas autorisé par les règles à pouvoir faire de la fouille tranquille. Et ça, c'est vrai que c'était un peu chiant, parce qu'encore une fois, on est poussé à toujours l'action, 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 l'action. Ok, eh bien, c'est cool, hein, parce que dans ce mode infiltration, il y a eu plein de bonnes choses. Miam miam. Miam miam, miam miam, miam miam. Ouais, ouais, vraiment, les règles sur les ennemis, bien. Mais bon, j'en suis pas là, c'est pas la conclusion. On est sur ranger le matos. Ah, elle est chouette, ce visuel-là. Vraiment sympa. Alors, oui, ranger le matériel. Une fois sorti, sauf indication contraire, au début d'un mode combat, vous pouvez ranger le plateau tuiles, ainsi que les jetons, éventuellement les figurines placées dessus. Conserver le plateau infiltration à portée et continuer à modifier la menace si c'est indiqué dans le livret. Lorsque vous créez un nouveau lieu, continuez avec le plateau d'infiltration tel quel. Ouais, donc ça c'est bien dans le cas de figure où on prend le livret d'exploration au hasard. Ben voilà, par exemple, on est en intérieur, on est dans la cour du château, on progresse en infiltration, on sort par ici, on rentre à l'intérieur du château dans les cuisines, on balaye ça, on va chercher, paf, un plateau dans les cuisines, mais on est toujours en infiltration en fait, parce que l'alarme précédente n'a pas été déclenchée.
Donc ouais, on fait pas n'importe quoi avec le plateau infiltration. Enfin, ne mélangez pas les cartes actions à la fin d'une salle et conservez la pioche en l'état. La prochaine fois que vous l'utiliserez et pour n'importe quelle action, piochez la première carte de la pioche. Il est possible de passer en mode combat même si le groupe est en train de jouer dans un livret et pas physiquement sur les tuiles. Cela veut dire que le prochain lieu visité se fera en combat et pas en infiltration. Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Ah, il est possible de passer en mode combat même si le groupe est en train de jouer dans un livret. Et pas physiquement sur les tuiles. Ah oui. On avait vu ça avec... Quand ils ont expliqué le fonctionnement du livret d'exploration, on pourrait très bien passer en mode combat avec une grosse créature ou une petite créature spécifique. On avait vu ça quelque part. Tiens, c'était lui. Par exemple, on est en infiltration, on sort par une sortie spécifique. Ah merde, on tombe sur le gardien, un gardien avant une autre porte. On est en mode combat, on laisse le plateau infiltration tel quel, on bute le monstre, on reprend l'infiltration. Ok, bah faut le dire. Et enfin, sortir d'une pièce ou d'un lieu ne veut pas dire sortir du mode infiltration. Si l'alerte n'a pas été déclenchée, continuez dans le même mode. Encore une fois, je vais souligner la richesse du potentiel gameplay, hein. C'est-à-dire que avec tout ce qui est proposé dans les livrets, plateau voyage, plateau infiltration, la façon dont on rentre dans un mode ou dans l'autre, il y a beaucoup de richesse. Peut-être trop, diront certains. Ben, n'allez pas sur ce type de jeu dans ce cas-là. Mais ça, je pense que vous le savez. Ah oui, alors ça, non, on ne lit pas pour l'instant le mode combat. On verra ça the next time. Bien, bien. Alors pour le coup, je vous retrouve là pour la conclusion. Conclusion, bon feeling, hein. Bon feeling avec le mode infiltration. J'ai toujours en tête que ça implique énormément de manipulation sur le plateau de jeu central. Beaucoup de manipulation. J'espère que la façon dont sont découpés les livrets et la succession de paragraphes va faire que on va pouvoir respirer sur le plateau de jeu et profiter des éléments du plateau de jeu justement pour manipuler, jouer avec, avant de devoir tout virer, mettre en scène une infiltration. Infiltration, on fait 3 tours. Ah merde, c'est la fin. On change. Ah bon, on passe en voyage. Ah ok, donc rebelote, on change le plateau. C'est ça, moi, que j'ai en tête et qui pourrait faire que au final, ça, c'est un petit peu trop rapproché. Donc chiant à gérer, tout bêtement. Mais sinon, alors là, je ne vous regarde pas parce que j'ai encore le nez sur l'écran, parce que ce qu'on vient de voir, ça m'a vraiment beaucoup plu. Un cran au-dessus de la phase voyage, pour l'instant, parce que là, c'est réaction à chaud, hein. Après, je pense que ce sera mis sur le même plan en termes d'immersion et d'intérêt de gameplay. Donc c'est cool, c'est vraiment cool. Et ça me fait toujours dire que je suis pas prêt de jouer à Malia, non pas parce que ça ne me plaira pas, mais parce que grosse préparation encore et toujours. Et ça, j'ai pas fini de vous le dire pendant ces vidéos de découverte des règles. Ok, yes, et ben, temps mort. Temps mort, les gars, on va stopper là. Et puis la prochaine fois, donc, c'est le mode combat. Aïe aïe aïe, parce que comme avec c'était quoi? Tests de compétences et puis certains paragraphes de phase d'exploration, on avait vraiment des choses bien,
bien costaud. Alors pas forcément costaud à appliquer en jeu, mais costaud par rapport à la masse d'informations à intégrer. Et le combat dans tous les dungeon crawlers, c'est une masse d'informations à intégrer. On verra ce que ça donne avec Malia. Bon, bah allez, on quitte la planète Malia et puis on se dit à très vite pour la continuité de la suite à ma guise. Salut, salut.